bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans le cadre du 30 juin, donc la fête de l'indépendance, qu'on va fêter d'ici peu, la télévision nationale RTNC organise une série d'émissions avec des penseurs, historiens, philosophes, intellectuels congolais, pour essayer d'analyser la situation de notre pays. Nous sommes arrivés à ce niveau pour quelles raisons? Un pays trop riche, mais une population pauvre. 61 ans après, qu'est-ce qui se passe? Et pour commencer, j'ai fait appel, j'ai invité le professeur Georges Zongala Talaja, que vous connaissez bien. Zongala Talaja est professeur à l'université de Caroline du Nord. Et c'est un Zongola. Ah, je confonds toujours, professeur, je m'excuse. Oui. Georges Zongola Talaja, actuellement professeur d'études africaines à l'université de Caroline du Nord, à Chaptel Hill, aux USA. Et le professeur, il est bien connu dans les milieux intellectuels, lumumbiste. C'est un fervent lumumbiste, il croit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut taxer d'anti-lumumbiste. Donc c'est quelqu'un qui croit en Lumumba, dans ses idées. Et pour cela, le prof a écrit une sorte excusez-moi, je vais signer une biographie de Lumumba. C'est ça la toute dernière phrase de votre livre. Le livre est intitulé Patrice Lumumba, sa lutte pour la libération du Congo et son héritage politique pour l'Afrique. Et on va prendre une affaire de 40 minutes avec les profs. Ce n'est pas... c'était une discussion, un entretien pour éclairer notre peuple. Et beaucoup de jeunes ne connaissent pas ce que c'est Lumumba. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Une question, prof. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Non, c'était sur demande de presse universitaire de l'Université de Ohio, une université privée de l'État de Ohio aux États-Unis, qui a une série sur les grands dirigeants africains. Donc, c'est une série où il y a des Mandela, des Nyerere, des Nkrumah, Cabral, et beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est moi qui ai insisté que si je dois faire un livre sur Lumumba, on doit aussi avoir un livre sur Amilcar Cabral. Et on m'a dit, parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Cabral. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'un des grands. C'est le leader de la révolution en Guinée-Bissau et Cap-Vert, un des meilleurs intellectuels que l'Afrique ait produit. Et donc, dans sa lutte politique, son leadership du mouvement révolutionnaire pour l'indépendance ont marqué l'Afrique. Et d'ailleurs, le coup d'État de 1974 au Portugal a eu lieu grâce à Cabral, parce que les officiers militaires portugais ont lu ses ouvrages et ont dit, mais pourquoi est-ce que nous luttons contre les Africains quand nous-mêmes nous sommes sous un régime fasciste? Et voilà que sur base des écrits de Cabral, ils ont été convaincus que c'était une perte de temps, qu'ils devraient laisser les Africains se gouverner et aller chez eux instaurer la démocratie. Ok, prof, on commence par le premier chapitre de votre ouvrage. C'est ça. Donc c'est une manière pédagogique parce qu'il faut que notre peuple, surtout la jeunesse, sache qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui. Le premier chapitre, c'est Enfance, jeunesse et éducation formelle de Lumumba, de 1925 à 1944. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est pour vous montrer donc, le passé de Lumumba, ses origines plutôt. Il est né dans le village de Onaloa, dans le Sankuru, pas loin de Katakokombe et pas loin de la célèbre mission méthodiste de Wembonyama, qu'aujourd'hui une partie est appelée Lumumbaville. Oui. Donc, il a fréquenté les écoles primaires méthodistes et catholiques. Et dans toutes les deux écoles, il a été expulsé. Parce qu'il était un étudiant brillant qui parfois contestait ses instituteurs et qui parfois était moins informé sur le monde que lui. Parce que Lumumba lisait tout ce qu'il ramassait. Tout ce qui tombait sur des mains, il le lisait. Donc il était bien au courant de ce qui se passe au monde sur base de peu qu'il recevait dans ces coins de la République démocratique du Congo. Et prof, qu'est-ce qui peut expliquer quelqu'un comme Lumumba? Je pense que ses parents étaient des illettrés. Oui.
Comment il a eu ce caractère? Est-ce que l'environnement dans lequel il a grandi, les parents ont quand même influencé son caractère? Je pense que l'histoire du Sankuru, depuis l'époque de l'esclavagisme swahili arabe, a beaucoup marqué cette région de notre pays. Donc il y a eu passage de gens qui sont venus des Zanzibar, qui sont venus de l'Europe, qui sont venus d'autres coins du Congo. C'est que c'est une région qui a été vraiment marquée par toutes ces rencontres entre différents types de personnes, y compris la force publique du roi Léopold II et puis du Congo belge. Donc c'est ainsi que c'est une région qui était bien marquée par la guerre, marquée par l'esclavagisme, marquée par les contestations. Donc le peuple contre les envahisseurs, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il a été élevé dans cet environnement qui a suscité, comment dirais-je, l'intérêt à mieux connaître le monde, l'intérêt à s'instruire. Donc c'est quelqu'un qui déjà parlait mieux français que certains de ses instituteurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, comme au village chez nous, est-ce que le monde n'était pas initié? Parce que ce sont des cas rares de voir des gens émerger au hasard. Oui, mais comme je l'ai dit, il y a eu non seulement la mission méthodiste de Mbonyama, mais aussi donc, la mission catholique de Tchumbe, Sainte-Marie. Donc, ce qui fait dire que c'était un coin intellectuel. C'est un coin qui a été marqué par l'instruction, par le savoir. Donc le Lumumba a été marqué par tout ça. Est-ce qu'il ne fait pas partie d'une famille, ou bien d'un clan, des gens, des chefs coutumiers ou bien de... Ça, je ne suis pas sûr. Je sais que le chef coutumier qui est très bien connu dans la région, c'est Wembonyama, bien sûr, dont le nom marque donc, la ville de Wembonyama, maintenant Lumumba-ville. Mais je crois que c'est plutôt les deux missions chrétiennes qui ont joué un rôle. Donc on peut dire aussi que c'est la Bible. Quand on lit la Bible aussi, il y a des fois ça révolte. Exactement, tout à fait. Ok, prof, nous passons au deuxième chapitre, les parcours dans la formation publique, dans la fonction publique et apprentissage politique à Kisangani. Oui. 1944-1956. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Oui, il faut remarquer que Lumumba n'a jamais terminé l'école primaire au Sankuru. Parce que partout il a été expulsé des écoles et catholiques et protestantes. Et même il s'est enrôlé dans une école d'aide infirmier. Là aussi, le même pasteur méthodiste qui l'avait fait expulser de Wembonyama a écrit à l'école, dit que ce garçon-là est mauvais. Donc on l'a expulsé. Donc qu'est-ce que le Lumumba a fait? En 1943, il a quitté Onaloa pour aller dans la région de Kindu. Il a travaillé à la compagnie de thym, où il a été clerc. Il a fait à peu près pas plus de 10 mois, entre 9 et 10 mois. Et puis de là, il est allé à Kisangani. C'est là Kisangani qui a eu vraiment l'épanouissement de ses qualités, de ses capacités en tant qu'intellectuel, parce qu'il a suivi le cours du soir des frères maristes. Donc il a complété l'école primaire chez les frères maristes. Et puis il s'est porté volontaire comme bibliothécaire d'une bibliothèque dans la Cité Noire. Donc on disait qu'il lisait beaucoup, il a tout raflé la lecture. Oui. Donc il s'est porté volontaire pourquoi? Pour qu'il puisse lire dans la soirée et pendant le week-end. Il était toujours dans la bibliothèque. Il passait très peu de temps avec la famille. Il était dans la bibliothèque et comme Thomas Kanza a dit dans son livre sur Lumumba, que Patrice Lumumba lisait tout ce qui tombait sur sa main. Il était curieux. Oui. Or, aujourd'hui, on voit que les hommes politiques congolais ne lisent pas. Ne lisent pas. Mais oui, ça change demain. C'est difficile. Mais oui. Prof, il a été un libéral belge, paraît-il que... Oui, il a fait partie du Parti libéral belge au moment où, tout d'abord, on a commencé avec ce qu'on appelait les amicales belgo-congolaises. Les amicales, c'était des cercles où Congolais et Belges pouvaient se rencontrer, échanger
sur les problèmes du moment, sur la connaissance du monde, ainsi de suite. Donc lui était membre de l'amicale libérale, du Parti libéral belge, qui était plus ou moins contre le parti catholique. Parce que, comme vous le savez, la Belgique est un pays où les catholiques ont dominé la vie politique pendant des années. Oui. Alors, avec l'avènement du ministre Bouisseret comme ministre de colonie, Lumumba a trouvé un allié, vraiment un allié qui était fort utile pour notre pays. Il n'était pas libéral, mais il était socialiste. Non, il était libéral. Il était libéral. Et c'est grâce à Bouisseret qu'on a eu les écoles officielles au Congo. Ça, c'est en 54. 54. Les catholiques étaient complètement contre. D'ailleurs, Lumumba a perdu son poste de président de l'une des associations les plus importantes, donc l'association des évolués de Kisangani, parce qu'il a soutenu l'idée des écoles officielles. Donc ses collègues congolais l'ont révoqué de son poste parce que il était officiel, quoi, libéral. Il était libéral, exactement. Paraît-il qu'il a eu des rencontres avec le roi Baudouin. Quand le roi Baudouin passait, il a fait une belle impression. Oui, en 1955, le roi Baudouin a fait sa première visite à Kisangani. C'était sa première visite au Congo. Et Lumumba s'est entretenu avec lui à peu près 10 minutes. Ce qui a vraiment fâché les représentants de la colonie, le gouverneur général, le gouverneur de province orientale et d'autres officiels, parce que ne trouvait pas comment ces nègres puissent monopoliser le roi comme ça, et le roi lui accorde tellement d'importance. Il discutait avec lui. Alors c'est ainsi qu'ils ont commencé leur haine contre lui. Et il a été invité en Belgique, paraît-il, parce que c'est ça, beaucoup de Congolais ne savent pas. Oui, il était invité en Belgique avec d'autres évolués pour faire une tournée de la Belgique pendant tout un mois. Donc c'était vraiment une autre ouverture. En 56. Du 24 avril au 24 mai 1956. C'est ça, oui. Mais ce n'est pas bien connu ici. Ce n'est pas bien connu. Donc, on était les premiers à aller là-bas avant qu'il y ait l'exposition coloniale en 58, je pense. 58, oui, okay. C'est ça. Oui. Un gars très brillant, autodidacte. C'est ça. Paraît-il était aussi assistant de recherche. Tout à fait. Il a travaillé avec un sociologue français qui a fait une recherche sur l'urbanisme au Congo. À la demande de l'UNESCO. Donc c'était une étude sur l'urbanisme en Afrique. Et lui était chargé avec deux autres personnes, c'était à 3. Ils ont fait ces recherches. Et donc ce type est devenu un grand ami. D'ailleurs, Lumumba l'a amené jusqu'à Onaloa pour voir son village natal. Et ils ont eu vraiment une amitié qui était durable. Okay. Le troisième chapitre, c'est les années de la transition 1956-1958. Comment s'est passée cette période de transition? C'était vraiment une période extrêmement importante dans la vie de Lumumba, parce qu'il venait de quitter Kisangani pour cette affaire judiciaire qui était montée de toutes pièces. Il avait détourné le fonds à la poste de Kisangani. C'était pas vrai qu'il avait volé? Non, mais c'était un système qui existait, que les commis congolais qui étaient extrêmement mal payés. Par exemple, Patrice Lumumba, en 1956, son salaire était quoi? C'était l'équivalent de $100 américains. Pour un évolué qui avait déjà non seulement la carte de mérite civique, mais aussi ce qu'on a appelé l'immatriculation. C'était un immatriculé, donc qui était pratiquement un blanc honoraire. Et les enfants allaient à une école de blancs, et où ils devaient changer des habits chaque jour. Et il avait une maison pour laquelle il payait donc les prêts hypothécaires. Et tout cela, mais il ne pouvait pas survivre ces $100. Donc c'est que la plupart, et moi je l'ai vu, un de mes frères qui travaillait à la BCK faisait tout cela, il empruntait l'argent de la caisse pour en fait rembourser à la fin du mois. Et ses supérieurs étaient bien au courant de tout ça.
Et le monde savait tout cela à Kisangani. Donc on voulait seulement les salir. Oui, tout à fait. On voulait seulement les salir. Et d'ailleurs, quand on lui a dit que vous avez détourné, il dit, mais non, je n'ai pas détourné. Je dis, mais je veux payer. Il a vendu sa maison, il a payé toute la dette qu'il devait. Mais malgré cela, on l'a mis en prison. Or qu'en tant qu'immatriculé, il devait rester libre jusqu'à ce qu'il apparaisse au tribunal. Oui. On voit dans son parcours, dans sa transition, il a connu beaucoup plus de la transformation ou bien de transfiguration en quelque sorte. Quelqu'un qui était libéral, quelquefois qui défendait la colonisation, il part à Accra, puis l'homme change. Non, le changement avait commencé bien avant Accra. C'est-à-dire que quand il était en prison, entre 56 et 57, tout d'abord, il a lu le manifeste de Van Bilsen, le manifeste de 30 ans pour l'indépendance de la Belgique, de l'Afrique belge. Il a commencé à se poser des questions. Et bien qu'il a continué à rédiger son livre là sur le Congo, terre d'avenir est-il menacé, et qui a toujours certaines positions désévoluées, donc favorables à la Belgique, mais il a commencé à changer. Arrivé à Kinshasa en 1957, il a trouvé une situation politique qui était dramatique. Vous aviez donc le groupe de la conscience africaine, de feu Iléo, Joseph Iléo, Joseph Ngalula, l'abbé Joseph Malula, devenu cardinal plus tard, et d'autres évolués, et qui avaient accepté le plan Van Bilsen comme un point de débat, comme donc un point sur lequel on peut commencer la discussion sur l'avenir du Congo. Mais en 50, au mois d'août, Kasavubu, donc de l'Alliance des Bas-Congo, a rejeté ce plan. Il a dit que non, ce dont nous avons besoin, c'est l'indépendance immédiate. Ce n'était pas dans le texte écrit, donc, mais quand il a fait son discours, il a dit indépendance immédiate. Donc on peut dire que Kasavubu était les premiers à demander l'indépendance immédiate avant tous les Congolais. Absolument, il n'y a pas de doute. Ça, c'est mal connu dans l'histoire. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi est-ce que le mouvement n'a pas pu collaborer avec Kasavubu? Parce que Kasavubu tenait trop sur sa propre région. Il avait cette idée que le reste du Congo était arriéré, qu'il ne connaissait rien, donc il se penchait beaucoup sur sa propre région. À Lumumba, est-ce que cela n'est pas lié à la grande histoire du royaume Congo? Bien sûr. Parce que c'est quand même un grand royaume qui a... C'est le grand royaume, exactement. Il est resté marqué par cette grandeur. Donc... Tout à fait. D'ailleurs, un royaume qui a produit, d'après un historien américain, un quart des Noirs américains sont des Bas-Congo. C'est pas vrai. Mais oui. On n'est pas ça ici. Il dit sont des régions du Congo central. Cette région, c'est principalement le Congo, du Congo et de l'Angola. Donc on peut dire que le Congo est en Amérique. Ah, bien sûr. Ah, ok. Ah, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis à Accra? Donc à Accra, il a rencontré donc, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Amilcar Cabral, France Fanon, Sékou Touré. Donc tout ce monde avec lequel il s'est entretenu pendant plusieurs occasions ont influencé sa pensée. Donc il est revenu d'Accra tout à fait changé. Quand il a tenu son discours devant le public à Matongé, c'était le 28 décembre 1958, c'était très clair que ce n'était plus le Lumumba l'évolué. Donc, mais quelle est la relation entre lui et Diomi? Parce que c'est Diomi qui traduisait. Oui, Diomi traduisait en lingala. Oui, Lumumba parlait en français, Diomi traduisait en lingala. Oui. Donc, Diomi faisait partie de... Il était partie de la délégation du MNC, dont la délégation du MNC était constituée de Lumumba, Diomi et Ngalula. C'était les trois là. Les trois sont allés à Accra. Mais comment est-ce que Diomi, qui est au Congo, s'est retrouvé à MNC? Non, mais il était membre du MNC. Non, mais il y a des Bas-Congo dans le MNC. Généralement, ici, on voit tous les Bas-Congo, c'est la Bako. Non, pas du tout. Il y a des Bas-Congo qui étaient dans le MNC. Et Diomi était un des fondateurs. Il était un des fondateurs du MNC. Donc, tu vois, avec son expérience d'assistant médical qui a fait la guerre en Birmanie, en Asie du Sud-Est,
C'est quelqu'un qui avait une grande ouverture d'esprit et qui tenait beaucoup aussi à l'unité du Congo. Oui, donc ils sont revenus d'Accra. Oui. Ils ont fait des discours. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a quand même fait bouillonner toute la vie politique à cette période. Kasavubu, craignant qu'il allait perdre le leadership du mouvement d'indépendance à Lumumba, a convoqué sa propre réunion. Donc, sa propre, comment ça s'appelle ça, meeting populaire. Oui, pour le dimanche suivant, le 4 janvier 59. Donc, Lumumba a fait son meeting avec Diomi avant? Oui, le dimanche 28. 28. Et le 4 décembre. Le 4 janvier? Kasavubu a convoqué ses troupes, mais il a écrit, comme dans le système belge, on doit informer l'autorité qu'on organise une réunion tel jour, telle place, pour telle raison, ainsi de suite. Oui. Alors, comme c'était la période de la fin de l'année, le courrier était lent. Hein? Donc, le premier bourgmestre belge de Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, a reçu ce courrier, je crois, un vendredi. Alors, le samedi, il répond. Hein? Il dit que si votre réunion est comme vous le décrivez dans votre demande, s'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des problèmes, vous serez donc vous serez coupable. Donc c'est pour cela que Kasavubu a conçu, Kasavubu et la direction de l'ABACO ont décidé qu'il fallait reporter la réunion. Donc, comme les gens qui étaient dans la bureaucratie, qui comprennent très bien le langage administratif, ils ont compris que le premier bourgmestre est contre la réunion. Parce qu'ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé avec la réunion de Lumumba, où ils ont vu que le monde était vraiment excité et qu'ils ont cru à tout ce que Lumumba leur disait. Ils ne voulaient pas répéter la même chose. Mais, prof, expliquez-moi, comment expliquer que Lumumba a été arrêté avant la conférence, la table ronde de Bruxelles? Parce qu'on dit qu'on l'a libéré juste parce que les Congolais qui étaient là-bas réclamaient son... Oui, on l'avait arrêté pourquoi? Mais là, nous parlons d'octobre 59. Hein. Donc, c'est déjà plus d'un an après à peu près un an après Accra. Après Accra, oui. Oui. Donc, c'était... Qu'est-ce que l'on a fait? Il a organisé 2 réunions à Kisangani. Oui. Le premier congrès du MNC, hein, suivi d'un congrès des partis nationalistes. Oui. Voilà. Donc, après ce deuxième congrès, il y a eu des émeutes. Mais des émeutes provoquées par la force publique. Donc, c'était la force publique et la police coloniale qui ont provoqué, parce qu'ils sont venus dans le quartier où se tenait donc, ce deuxième congrès, avec de gaz lacrymogènes, de soldats qui commençaient à frapper les gens, ainsi de suite. Donc le peuple s'est révolté. Alors l'État belge a dit que voilà, Lumumba a fomenté la crise. Oui. Donc c'est ainsi qu'il a été arrêté et condamné à 6 mois de prison ferme et puis envoyé à la prison souterraine de Likasi. À Boulot. Ah, oui, à Boulot. Alors, donc, quand les Congolais sont réunis à Bruxelles pour la table ronde politique, donc, qui a commencé le 20 janvier, ils ont dit que nous n'allons pas discuter avec les Belges aussi longtemps que le moment n'est pas là. Donc, c'était front commun des Congolais. Tous les Congolais se sont mis d'accord, même y compris Tchombe et Kalonji. Ils étaient tous, d'ailleurs, si vous voyez les photos, vous verrez Tchombe et Kalonji sur l'avion pour accueillir Lumumba quand il est arrivé à Bruxelles. Donc tout le monde, c'était front commun des Congolais. Hein? On a dit qu'il doit venir. Donc les Belges n'avaient plus de choix, ils l'ont libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé à la conférence, à la table ronde? Il avait joué un rôle important? Oui, très important. C'est la structure unitaire du Congo, par exemple. Hein? Donc c'était là son champ de bataille. Il fallait un Congo unitaire. Hein? Et donc avec toutes les provinces et avec tout le monde en tant que Congolais, travaillant ensemble pour construire une nation
plus belle qu'avant. Vous écrivez ici que peut-être ils étaient tellement ignorants de l'économie, on les a enroulés tous dans la farine par des Belges. Oui, oui, ça c'est tout à fait correct. Et même Lumumba, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé Thomas Kanza. Ah non, oui, oui, Cardozo, Mario Cardozo. Il a envoyé Mario Cardozo pour représenter le MNC à la table ronde économique. Il n'y a que Tchombe. Tchombe était le seul dirigeant important qui est allé à la table ronde économique. mais bien sûr, l'homme de Belge, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais les autres ont envoyé des étudiants universitaires. Donc ça signifie qu'ils ne comprenaient pas les enjeux économiques. Pas du tout. Et beaucoup de ces étudiants étaient devant leurs propres professeurs qui représentaient le côté belge. Et parfois, leurs professeurs leur expliquaient de quoi il s'agissait. Donc, on était tombé dans un piège, quoi. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a eu les comptables au Congolais. Oui, oui, ils nous ont tout volé. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ok. Prof, nous passons au 5e chapitre, la courte vie politique du premier chef du gouvernement du Congo, indépendant 1960-1961. Oui. Vous parlez de deux facteurs ici qui font ce que le monde n'a pas eu une vie longue. Oui, oui, oui. Qui peuvent expliquer pourquoi on l'a assassiné. Il a fait 2 mois et demi comme Premier ministre. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit... Oui, mais c'est-à-dire que les puissances étrangères, notamment la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, je suis sûr la France aussi, étaient déterminés à empêcher que le Lumumba ne réussisse. Ouais. Hein? Ils ont tout fait pour saboter son gouvernement. Voilà un gouvernement élu démocratiquement, avec majorité dans les 2 chambres du Parlement, et on fait tout pour le faire tomber. Donc tout d'abord, Kasavubu qui prend cette décision du 5 septembre 60 sur base de tueries de Bakwanga, Mbujimai aujourd'hui, pour blâmer le Lumumba. Mais il blâme le Lumumba à quel titre? Mais ils étaient manipulés par la CIA. Les services belges. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on oui. voyait que c'était le monde avec Kassavou qui s'affrontait, mais derrière, c'était des anciens coloniaux, donc peau noire et masque blanc. L'ironie de ça, vous connaissez qui était le conseiller principal de Kasavubu? Non. Jeff Van Bilsen, l'auteur du livre de 30 ans, le plan de 30 ans pour la démocratie du Congo, que Kasavubu avait rejeté. Il l'a engagé comme son conseiller principal. Donc c'est l'homme qui relayait, bien sûr l'ambassadeur de Belgique aussi à Kinshasa, il relayait les instructions du gouvernement belge. Donc il a fait le jeu. Hein. Il a utilisé un article obscur de la loi fondamentale qui a été rédigé par les Belges. Tu te rends compte que nous faisons l'indépendance avec une constitution léguée par la Belgique. C'était encore une autre faute grave. Exact. Vous dites les puissances étrangères, les hommes, donc les grandes entreprises, en particulier le Katanga, ont joué un rôle sur la déstabilisation du Congo. Le deuxième facteur, vous parlez, on avait fait beaucoup de promesses à la population, mais il n'avait pas assez de moyens. Exactement. Oui, oui, mais deux mois après l'indépendance, le peuple ne s'est pas vraiment soulevé contre le régime. Hein. Ce n'était pas assez de temps pour que les gens... c'est plus tard que les gens se sont réveillés. Mais ça dit que le deuxième facteur le plus important, c'est la trahison de nos propres frères congolais. Une question, professeur, parce qu'on voit que ces trahisons existent toujours. Pourquoi les Congolais sont faciles à devenir des traîtres? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce qu'il manque le sens du patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme. Vous voyez, par exemple, quand nous étions à la conférence nationale, souveraine. Souveraine, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a entendu des généraux de Mobutu? Que s'ils prennent le pouvoir, nous allons tout détruire. Alors, ils détruisent pourquoi? C'est leur pays. Hein? Alors pourquoi détruire? Donc il n'y a pas de patriotisme. Les gens ne songent qu'à leurs propres intérêts personnels. Est-ce que ce n'est pas lié à un héritage culturel colonial? Parce que l'école a beaucoup joué dans ça. Oui, c'est tellement parce qu'on disait que l'État n'appartient à personne. donc c'est différent de la famille, c'est différent du village qui vous appartient, mais l'État... On peut dire que si aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés, c'est parce qu'on a connu une très mauvaise colonisation. Absolument. Qui a détruit l'âme des Congolais. Absolument, absolument. Mais d'autres Africains sont passés par là aussi. Alors comment se fait-il que
il y a des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Kenya, Botswana. Prof, quand on voit un peu l'histoire, il y a une différence. Quand vous prenez les Ghana, c'était la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont une culture libérale. On laisse quand même les gens s'exprimer. Mais quand vous avez la Belgique, c'est même pas la Belgique qui colonisait, c'était comment on appelle ça, les multinationales. Le Congo était considéré comme un État. Donc on n'avait pas besoin d'avoir des élites qui peuvent émerger pour être autonomes et diriger les pays. Donc il fallait tout casser. Tout à fait, mais nous ne pouvons pas... Et mettre des bandits au pouvoir pour tout détruire, quoi. Exact, c'est correct, mais après 60 ans, nous n'avons plus raison de continuer à blâmer l'étranger. Non, prof, là il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'a tiré aucune leçon de l'histoire. Ça c'est vrai. Ça fait 61 ans aujourd'hui. C'est ça. On est où? Pourquoi toujours le Congo, il y a toujours des crises. La plupart des crises là, c'est entretenu par l'Occident. Oui. Parce que la plupart des gens qui sont dans les milieux d'affaires étrangers, donc internationaux, estiment que le Congo leur appartient. Et ils pensent qu'on doit appliquer les accords de Berlin. Voilà pourquoi nous sommes toujours en crise. Oui, oui, c'est vrai. On peut blâmer les Congolais parce qu'il n'est pas conscient. Ça, c'est vrai. Mais la grande partie de la situation vient de ces gens qui étaient à Berlin, qui estiment que le Congo, c'est leur butin. Oui, oui. On voit l'arrogance quand ils veulent parler du Congo. Non, mais il faut aussi voir les intérêts pécuniaires de nos dirigeants. Comment expliquer que les dirigeants congolais qui étaient contre le Lumumba étaient subventionnés par la CIA? La CIA donnait de l'argent. On dit que Kalonji était à l'ambassade américaine tout le temps. Oui. Ça c'est le témoignage de l'ambassadeur américain lui-même. Oui. Ce type-là, il était là tout le temps pour recevoir de l'argent. Mais il n'était pas seul. Kassavubu, tout le monde touchait l'argent. Bomboko, Nendaka, Ndele, tous recevaient l'argent. Mais une question. Pourquoi les Américains ne l'ont pas fait au Ghana ou bien des pays parce que là, il y avait des dirigeants qui étaient intègres, comme Kwame Nkrumah, qui n'allaient accepter de l'argent de personne. Mais professeur Kwame Nkrumah, c'était un professeur d'université, il a fait grandes études. Mais imaginez-vous, nous terminons notre indépendance, il y avait des semi-illettrés. Il y avait, à part Kanza qui était qui avait beaucoup étudié, il n'y avait pas de gens qui avaient étudié. Et c'était les Belges qui ne voulaient pas que les Congolais deviennent déjà autonomes. Mais je vous donne l'exemple de la Zambie. La Zambie n'a pas eu de grands intellectuels. Voilà un pays qui jusqu'à aujourd'hui reste démocratique et qui n'a pas eu de coup d'État. Oui, mais c'est là où moi j'ai dit, prof, nous avons eu la malchance d'avoir, pas la Belgique, mais les multinationales comme patrons. Oui, mais vous prenez la Zambie. La Zambie aussi. La Zambie c'est beaucoup plus l'Angleterre. Au moins, les Britanniques ont une autre manière de voir les choses. Non, il ne faut pas oublier que la Zambie a commencé sa vie comme pays en tant que possession d'un homme, Cecil Rhodes. Mais oui, Rhodes ne faisait pas. C'était appelé Northern Rhodesia, la Rhodésie du Nord. Rhodes ne faisait pas ce que le Polonais a fait ici. On a coupé des mains, 10 millions de morts. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé dans des pays anglophones. Il a commis des crimes. Oui, mais pas par rapport au Congo. Non, mais le Congo, c'était une catastrophe. Il y a eu des massacres odieux. C'est ainsi que le jour de l'indépendance, les Zimbabwéens ont déboulonné sa statue. Mais oui. Ok. Prof, Lumumba, 6e chapitre, Lumumba et la contre-révolution en Afrique centrale et australe. Voilà. On peut expliquer comment on peut parler de ça? Mais ça, c'est le point le plus important de mon livre. Oui. Pour montrer, et c'est la situation qui continue jusqu'à aujourd'hui, que nous avons affaire à une alliance donc des colons blancs, des multinationales et de la droite européenne et américaine. C'est ça la contre-révolution. Oui. D'ailleurs, je vous propose de lire l'ouvrage de Jean Ziegler, La contre-révolution en Afrique, est publié en 1962, je crois, 62 ou 63, je pense. Ziegler montre que comment expliquer le fait qu'il y a eu l'indépendance en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ici et là, mais il y a eu un bloc qui s'est créé à partir du Katanga jusqu'au Cap. Comment expliquer ce bloc de résistance derrière lequel on trouve qui? On trouve les multinationales minières, les colons blancs et la droite. Aux États-Unis, on avait ce qu'on appelle le Katanga Lobby, le lobby katangais, composé de sénateurs conservatrices, donc des conservateurs comme
Strom Thurmond de Caroline du Sud, Barry Goldwater d'Arizona et notre sénateur Dodd de Connecticut, donc qui défendait Tshombe, vraiment, et qui était derrière tout ça. Pourquoi? Parce que tous ces gens, et il y a un livre qui va sortir bientôt d'une historienne britannique, qui vous montre par exemple que la plupart des gens qui prenaient des décisions aux États-Unis, au niveau du département d'État, de la défense, du commerce et d'autres départements, ils étaient tous des investisseurs dans ces compagnies. Hein? Et même, il y a même Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, son frère était un des grands investisseurs dans les mines de l'Afrique. Donc tous ces gens-là protégeaient leurs intérêts. Mais au lieu de protéger leurs intérêts comme tels, ils vont maintenant prétendre que nous sommes en train de combattre le communisme. C'est ainsi qu'ils ont créé ce mythe que Lumumba est un communiste, ou bien quelqu'un qui allait laisser le Congo dans les mains des Russes qui vont contrôler l'uranium, hein, qui était indispensable à la victoire américaine dans la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont largué les premières bombes atomiques fabriquées avec l'uranium de Shinkolobwe. Oui. Hein. Donc c'était ça le problème, c'était d'empêcher que l'Union soviétique n'ait donc sa main sur... Donc c'est parce qu'ils nous croyaient, nous, comme des enfants qui n'avaient aucune idée, qui ne pouvaient rien faire. Donc... ça n'a pas changé. Hein. Non, pas du tout. On donne toujours des ordres, hein, oui, aux Congolais, aux Africains en général. Mais prof, parlons un peu de l'assassinat. Oui. Comment, on vient de parler de traîtres ici. Oui. Mais comment ça se passe dernièrement? Je pense qu'on demandait à ce que la Belgique nous remette des dents de Lumumba. Oui. On avait dit que Lumumba avait fui dans les temps. Maintenant, non. On voit maintenant les dents de Lumumba sortir des mains des Belges. Mais on disait que c'était des Congolais qui l'ont tué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les responsables de l'assassinat de Lumumba, ce sont des Belges là qui ont les dents de Lumumba? Mais oui, le peloton d'exécution était composé de soldats et policiers belges. Pas un seul Congolais a tiré sur Lumumba. C'était tous des Belges. Hein? Aucun Congolais ne pouvait le faire. Pourquoi? Parce que la nouvelle allait se répandre partout. Donc ils ont écarté les Congolais de tout cela. Il n'y avait que des Belges qui ont fusillé Lumumba et les deux compagnons. Maintenant, parce que chaque fois on accuse aussi Tshombe et Mounongo, oui, mais quel a été leur travail? Parce que maintenant ce sont des Belges qui ont tué. Pourquoi on parle toujours de Tshombe et de Mounongo? Non, mais parce que ce sont eux qui ont accueilli Lumumba. Oui. Lumumba a été envoyé au Katanga. C'est Tshombe qui était donc l'homme soi-disant président de la province de Katanga, mais une province qui était gouvernée par les Belges. Hein. Donc c'était le gouvernement belge qui contrôlait le Katanga, mais avec Tshombe comme figurant, hein, et Mounongo comme deuxième figurant. Bien qu'il avait la grande gueule, mais il était figurant. Oui. Donc, quand Lumumba et ses deux compagnons sont arrivés à Lubumbashi, ils ont été accueillis par les gens de Tshombe. Ok, prof, de titre de votre livre, nous sommes à la fin. Vous dites sa lutte pour la libération du Congo et son héritage politique pour l'Afrique. Oui. Première question, ça c'est... Expliquez-nous un peu. Oui, mais la lutte pour le Congo, on le sait très bien, c'est Lumumba a été un des membres fondateurs du MNC. Le MNC, ce n'était pas son idée, hein, c'était l'idée qui est venue du groupe de la conscience africaine. Ils avaient déjà ce plan de créer un parti national, mais le jour qu'on l'a instauré, donc le 10 octobre 1958, ils ont procédé à l'élection d'un président du comité provisoire. Donc, ils ont élu Lumumba. Donc, Lumumba s'est mis au travail. Il a créé des sections de partis partout à Kinshasa. Alors, quand les autres ont trouvé qu'il était trop radical pour eux, et ils voulaient le chasser, c'était impossible. Parce que Lumumba a réuni toutes les sections de MNC à Kinshasa, sont venus, ils l'ont confirmé que c'est lui notre chef. Donc on peut dire que l'héritage de Lumumba, c'est l'unité du Congo. L'unité du Congo. Mais maintenant l'héritage politique pour l'Afrique. Pour l'Afrique, le panafricanisme. Vous savez que même pendant la crise d'août 60, Lumumba a tout fait pour tenir à Kinshasa une conférence ministérielle sur le panafricanisme, une conférence panafricaine.
hein, où il a eu presque une vingtaine de délégations de pays africains, y compris bien sûr l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, donc le mouvement de libération de l'Algérie, oui. Oui, les pays comme le Ghana, la Guinée, d'autres pays africains étaient là. Et ils ont adopté un programme vraiment révolutionnaire. Il faut lire, je l'ai là dans le livre. Oui. Oui, oui, programme en 8 points sur ce qui doit être fait. La question de relayer nos États qui ont été tenus écartés l'un de l'autre par des autoroutes, donc l'intégration économique sur base de l'électricité, donc les voies de communication, l'éducation, dans beaucoup d'autres domaines. Ok, une question dernière pour terminer. Ouais. Quelle leçon de l'histoire il faut tirer de l'assassinat de Lumumba aujourd'hui? La vigilance et le patriotisme surtout, parce que si ces leaders qui l'ont livré à l'Amérique et aux Belges étaient réellement des patriotes, ils n'allaient pas faire ça. Vous ne livrez pas votre frère à l'ennemi. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Vous avez suivi le professeur Zongola Talaja, Georges. C'est un professeur de l'Université de Caroline du Nord en Amérique. Il est de passage à Kinshasa. On a profité de cette occasion pour lui faire parler, pour que notre peuple prenne conscience. Ça, c'est la première conférence, pardon, la première émission. Nous allons encore organiser une deuxième émission avec lui. Et le prof a publié encore un autre livre, Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa, une analyse des luttes pour la démocratie et la souveraineté nationale. Donc prochainement, nous allons tabler sur son livre ici pour que notre peuple prenne conscience. Une fois de plus, merci et bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, professeur. Bonsoir.